Bonjour et bienvenue à Tous aux oiseaux, la balado-diffusion qui vous parle des oiseaux du Québec en français. Gaspard Tanguay-Labrosse au micro, cette balado-diffusion est une production de Québec Oiseaux. Au moment où je vous parle, le soleil brille à ma fenêtre et les oiseaux chantent. D'accord? Chez moi, en fait, ce sont des moineaux qu'on entend dehors qui nichent sur la maison d'à côté. Mais ça laisse vraiment pas de doute, le printemps est arrivé. Je sais que pour plusieurs d'entre vous qui avez passé l'hiver à surveiller vos mangeoires, le mois d'avril est un des premiers mois où on commence à faire de l'observation plus sérieusement. Peut-être même que certains d'entre vous consacrez toutes vos journées de beau temps à la recherche des nouveaux arrivants. J'imagine que pas mal partout au Québec maintenant, vous avez vu votre premier bruant chanteur, votre premier grand héron, votre premier moucherolle phébie, puis vous attendez probablement avec impatience votre première paruline de l'année. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va ouvrir un volet pour lequel la balado-diffusion est un médium particulièrement bien adapté. Ça faisait un bon moment qu'on avait hâte de vous parler de chants d'oiseaux en incluant des extraits sonores et c'est ce mois-ci que ça se passe. Évidemment, on n'aurait pas pu trouver meilleur interlocuteur pour parler de ce sujet qu'Olivier Barden, dont la réputation n'est plus à faire. Ensuite, on va se préparer à la venue du mois de mai, peut-être le meilleur mois pour l'ornithologie au Québec, en parlant avec Marie-Hélène Haché du Grand Défi Québec Oiseaux, qui célèbre cette année ses 10 ans. Alors, je rejoins au téléphone Olivier Barden. Olivier, vous êtes ornithologue professionnel et votre réputation n'est plus vraiment à faire. Et en fait, de façon plus spécifique, la réputation de votre oreille. Vous êtes un ornithologue qui est réputé pour particulièrement bien reconnaître les oiseaux à l'oreille et particulièrement bien connaître le sujet des différentes vocalisations des oiseaux. D'abord, merci M. Barden d'avoir accepté de venir faire cette entrevue avec nous. Le plaisir est le mien. Alors, disons qu'aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est un peu l'ornithologie à l'oreille. Donc, on ne va pas nécessairement parler que de chants d'oiseaux, et ça, je pense que c'est quelque chose dont on va parler dès le début, c'est-à-dire que faire de l'ornithologie à l'oreille, ça ne veut pas nécessairement dire seulement connaître les chants d'oiseaux. Alors, comment est-ce qu'on pourrait catégoriser les différentes formes de vocalisation des oiseaux? Alors, la façon que je m'y prendrais, parce que c'est pas évident, on s'attaque vraiment à un sujet assez vaste, là. Voyons ça vraiment d'une façon dichotomique simple, là. Donc, les sons vocaux versus non vocaux. OK. Donc, il y a une panoplie de sons qui peuvent être émis par les oiseaux qui ne sont pas faits par leur syrinx, qui est un peu leur boîte à voix, là. C'est l'équivalent de nos cordes vocales. Puis évidemment, chez eux, ça produit des sons nettement plus complexes que les nôtres. Donc oui, la plupart des vocalisations sont d'origine vocale, mais il y a beaucoup de sons non vocaux. Par exemple, un jeune hibou qui s'exprime en claquant du bec. Sinon, on pourrait voir ça par fonction biologique. Donc, voici toutes sortes de vocalisations, qu'elles sont vocales ou non vocales, qui peuvent être considérées comme étant des chants versus d'autres qui peuvent être considérés comme étant plutôt des cris. Tiens, autre façon de voir les choses, c'est selon le stade de développement de l'oiseau. Évidemment, l'oiseau va faire des sons qui sont uniques lorsqu'il est très jeune. Au fil de son développement, la voix va changer pour finalement donner un produit définitif rendu à une certaine étape de son développement. Oui, quiconque a déjà été en contact avec un nid puis a déjà entendu les oiseaux, les oisillons qui crient, c'est assez bien que ce sont des cris qu'il ne va pas répéter une fois qu'il va être adulte. En tout cas, les adultes ne s'expriment pas, si je peux me permettre de faire de l'anthropomorphisation, ne s'expriment pas de la même façon. Exactement. Et puis donc, qu'est-ce qui définit un chant? Donc, quand est-ce qu'on peut dire, lorsqu'on voit un oiseau émettre un son, on peut dire vraiment là, on est en présence d'un chant? Oui. Ça, c'est quelque chose de franchement vaste et matière à débat, je dirais. Moi, de la façon que j'entends ça, en parlant surtout de nos oiseaux du Québec, là, c'est la vocalisation primaire structurée qui est émise en saison de nidification. Quoique, il peut y avoir plus qu'une sorte de vocalisation de ce type-là. Plusieurs oiseaux ont plus qu'un chant. Okay. Et puis, cette vocalisation-là remplit deux fonctions importantes, c'est-à-dire l'appariement, donc la formation des couples, et la défense de territoire. Donc, pour cette raison-là,
très souvent, c'est uniquement émis par le mâle dans un couple. Prenons une espèce commune présente à l'année et dont le plumage est égal entre les deux sexes, la mésange à tête noire. Elle a un chant et il y a une composante saisonnière, c'est son fameux sifflet qu'on a tendance à entendre de janvier et puis qui se dissipe rendu au début du mois de juillet. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de vocalisation qui, à votre avis, ne sont pas vraiment un chant, mais que nous, on aurait tendance à assimiler, dire « Ah oui, ça, c'est un chant pour nous », que lorsqu'on, disons, nous, les profanes qui mélangeons un peu toutes les différentes catégories, qui ont de la difficulté à établir ces catégories-là? D'habitude, on est quand même assez bon pour définir, tu sais, tiens, voici un chant et puis voici un cri. Si je me fie vraiment à toute la gamme d'oiseaux qu'on a au Québec, peut-être que là où ça devient plus complexe, ce qui me vient en tête, ce serait le jet bleu, qui a une grande catégorie de vocalisation, certaines étant émises plutôt par les femelles, certaines étant par les mâles, mais de façon générale, les deux sexes sont capables de les faire. Ça, des fois, peut-être, enfin, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu. Ah, j'ai entendu le chant là, des bleus. Bon, mais encore, quoi. Qu'est-ce qu'un chant des bleus? Bon. D'accord. Donc là, vous m'avez parlé qu'il existait des chants non vocaux. Oui. Qui en soi, pour nous, évidemment pour un humain, nous, on ne fait pas de chants non vocaux. Pour nous, le chant est par essence vocal. Alors, qu'est-ce que c'est exactement un chant non vocal et quelles espèces peuvent produire des chants non vocaux? Donc, dans ce qui rentre dans la catégorie non vocale, là, ça peut être de différentes sources. Ça peut être carrément le tambourinement des pics, par exemple. Donc, vraiment, ils utilisent un tronc d'arbre creux comme caisse de résonance pour se faire entendre sur une grande distance. C'est ce qui, effectivement, ressemble le plus à un chant chez les pics. Là. C'est vraiment le tambourinement. On peut penser, par exemple, à la Gélina tupée, qui, elle, va frapper ses ailes contre sa poitrine, puis ça va faire un son assez sourd, là, va créer une pression, un changement de pression dans l'air qui va émettre un son très sourd, qui encore une fois peut être considéré comme étant un chant. On peut penser aussi à l'utilisation de l'air pour produire des chants. Chez nous, on a le butard d'Amérique qui va aspirer de l'air apparemment dans son œsophage, puis pomper ça, puis émettre quelque chose qui s'entend sur une grande distance. Et puis, il y a énormément d'oiseaux qui vont utiliser, eux, leurs plumes pour produire des bruits. Par exemple, en parade, le colibri à gorge rubis va utiliser certaines plumes pour créer des sons. Les hiboux moyen-ducs et des marais vont claquer leurs ailes ensemble. Ça se rend même loin, là. Imaginez-vous, il y a une espèce dans le nord de l'Australie, Kakatoès noir, qui se fabrique des instruments pour jouer de la percussion sur des palmiers. Ça, c'est quand même assez unique. Mais sinon, tiens, j'ai un extrait d'une espèce qui produit un chant intéressant non vocal, la bécasse d'Amérique, qui a ces trois primaires externes de chaque aile sont modifiées, sont amincies pour créer un espèce de petit sifflement. Et dans sa parade aérienne, on entend ça pendant longtemps et elle rajoute des sons vocaux à travers ça, des petits chips pour vraiment créer la totale. Alors, on va vous faire écouter justement cet extrait. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on entend quand même le son, puis je suis certain que, en plus, la bécasse d'Amérique, quand même, en général, fait sa pariade le soir ou tôt le matin, mais quand il commence à faire un petit peu plus noir, puis certainement, plusieurs se diraient que c'est un vrai chant, là, c'est un oiseau qui fait ça avec le syrinx, avec sa voix, entre guillemets, alors que c'est pas le cas. Hein. C'est ça, c'est complexe en plus, surtout chez la bécasse, parce qu'elle fait une partie de tout son rituel vraiment avec sa voix au sol.
Et puis, la partie dans les airs n'utilise que partiellement sa voile, mais c'est largement mené par simplement une distorsion de l'air qui passe à travers certaines plumes. Et puis, ma prochaine question, je sais qu'il y a eu beaucoup de recherches récemment qui ont été faites à ce sujet-là, entre autres parce qu'il y aurait eu une espèce de biais dans les premières recherches sur les chants d'oiseaux. Et puis donc, je voulais vous poser la question, est-ce que les femelles peuvent chanter? A priori, elles ont le même organe que les mâles. Est-ce qu'elles en sont capables? Puis est-ce qu'elles le font? Excellente question. Oui, les femelles ont le même organe que le mâle et donc sont en mesure de chanter. Là, les raisons pour lesquelles certaines femelles chantent et certaines ne chantent pas, c'est à prendre vraiment au cas par cas. C'est très, très complexe. Puis moi, j'aborderais la façon de voir, parce que nous, évidemment, on a un biais très fort qui, ici, dans les hautes latitudes, comme quoi les mâles vont chanter et pas les femelles. La réalité, c'est que les femelles dans les régions tropicales de beaucoup d'espèces, surtout chez les passereaux, là, vont chanter parfois presque autant ou même carrément autant que les mâles, alors que ici, c'est quelque chose de vraiment moins fréquent. On l'observe, de façon plus ou moins régulière chez certaines espèces, par exemple le cardinal rouge. Mais je vous propose une façon de voir les choses, c'est que dans les tropiques, ce sont des oiseaux non migrateurs. Les couples ont tendance à durer plus longtemps, mais ils doivent maintenir toute cette unisson-là. Et souvent, c'est par le chant qu'ils vont maintenir les liens. Dans le nord, plutôt, la saison de reproduction a tendance à être très courte. Et donc, il y a toute la question d'appariement et de territorialité qui devient beaucoup plus intense. Et puis, la tâche qui s'impose à la femelle est très concentrée dans le temps aussi. Donc, il y a probablement des forces évolutives qui ont fait en sorte que le chant chez les femelles, c'est beaucoup plus développé dans les tropiques que dans les zones tempérées. Oui, donc la période pendant laquelle on doit absolument nicher est comme contractée dans le temps et à ce moment-là, la femelle a comme d'autres occupations pressantes finalement. Ouais. Pourquoi est-ce que certaines espèces ne chantent pas? Alors ça, encore une fois, c'est des thématiques qui sont complexes à aborder. Moi, ma vision des choses, c'est plutôt de voir ça, encore une fois, la plupart de nos oiseaux ont un chant, puis ça va être généré par le mâle. C'est souvent des oiseaux pour lesquels il y a un plumage dimorphique, donc on est capable d'identifier le mâle et la femelle à la vue seulement. Mais on a quand même beaucoup d'espèces dont les plumages sont semblables. Et chez ces espèces-là, il faut commencer à regarder vraiment aux habitudes au niveau des couples, la division des tâches associées à la nidification. Puis quand on regarde ça de plus près, on se rend compte que les espèces qui ont tendance à ne pas chanter, par exemple, je pense au bernache ou au goéland, ce sont des espèces qui ont des tâches relativement semblables et relativement égalitaires. Sinon, je vois d'autres facteurs qui viennent en ligne de compte. C'est moins nécessaire certainement pour une autruche d'avoir un chant, alors que c'est très, très, très visible et grand, ça se fait en milieu ouvert. Mm-hmm. Mais lorsqu'on se met à limiter cette visibilité-là, moi je pense aux huards qui pourtant ont des tâches semblables, les mâles et les femelles, même plumage. Cependant, ils ont tendance à être actifs la nuit alors qu'on ne les voit pas. Et c'est peut-être une des raisons pourquoi les mâles ont développé des chants. Lorsqu'on a préparé un peu l'entrevue, vous avez parlé de formes de chant discrets. Puis, je me demandais qu'est-ce que vous vouliez dire par là. Qu'est-ce que c'est une forme de chant discret pour vous? Alors, moi, j'y vois 3 catégories différentes de chants discrets. Souvent, à la fin de l'été et à l'automne, on a tendance à entendre des chants qu'on n'arrive pas à identifier, qui sont un peu tout croches. De façon générale, ce sont des jeunes mâles, donc qui sont nés l'été même, qui se pratiquent à chanter. Leur développement n'est pas complet. Ils ont enregistré le chant de leur père et peut-être de leurs voisins. Et ils tentent des chants qui sont souvent pas de pleine puissance de toute façon et qui sont vraiment très étranges. Ensuite, j'y vois la catégorie des chants, c'est comme des versions atténuées d'un chant principal, mais souvent même plus complexes. Pour vous donner un exemple, je pense au merle d'Amérique, qui a une version très douce d'un chant qui est à peu près 5 fois moins forte que son chant habituel.
mais qui est pourtant plus complexe. Et apparemment, ça servirait à l'appariement, mais lorsque la femelle est déjà très proche. Donc, ça ne sert à rien de chanter à cette pleine puissance. Ah oui. Vraiment, ouais. Et puis, il y a d'autres sortes de chants qui sont peut-être pas nécessairement discrets, mais qui peuvent passer inaperçus. Ce sont des chants spécifiques à l'aube. Donc, certaines espèces vont faire une sorte de chant seulement avant que le soleil ne soit levé. Je pense aux tyrannidés, il y a plusieurs espèces, dont le tyrantritri, qui va souvent chanter inlassablement, mais vraiment seulement à l'aube. Ah oui, d'accord. Puis par exemple, là, vous nous proposiez un extrait de moineau domestique, donc une espèce quand même assez commune au Québec, puis donc où on peut entendre un de ces chants discrets. Alors, c'est quand même assez intéressant parce que le moineau, c'est un oiseau qui n'est pas réputé pour sa discrétion en général. Puis le chant du moineau, en plus, bon, souvent est relativement simple. C'est des fois seulement formé d'une note répétée qu'on entend. C'est ça, c'est exactement, c'est deux notes répétées en alternance, une et l'autre, une et l'autre. Donc ça, je trouvais que c'est un cas unique, vraiment, le moineau, en ce sens qu'il a un chant émis par le mâle. Et c'est simplement deux notes qui peuvent être émises les deux notes peuvent être émises par n'importe quel sexe, mais en alternance et avec cette cadence précise-là, c'est ça qui peut être identifié comme étant le chant du mâle. Ah oui. Est-ce qu'il existe des oiseaux qui ne produisent pas de chant du tout, qui sont carrément muets, qui ne crient pas? Ben, au meilleur de mes connaissances et de mes recherches, non, il n'en existe pas. C'est simplement que certaines espèces ou certaines familles sont certainement moins portées pour ça, pour des raisons physionomiques. Par exemple, les cigognes qui n'ont pas vraiment les muscles pour actionner le syrinx là, et de faire passer l'air sortant des poumons d'une certaine façon pour créer des sons vocaux. Par contre, les cigognes vont utiliser des claquements de bec et autres façons notamment pour communiquer. Je pense aussi aux urubus et aux condors. Même chose pour eux, ils sont dépourvus de ces muscles-là. Mais pourtant, ça ne les empêche pas d'être capables de faire des sortes de grognements et des sons, franchement, sortis de la préhistoire, on dirait. D'ailleurs, je vous ai trouvé un extrait là, pour vous, comme preuve que non, les urubus ne sont pas muets. On va le faire passer tout de suite. Donc, décrivez-nous un peu ce qu'on vient d'entendre. Là. Dans quel contexte est-ce que les urubus comme ça peuvent être entendus? Dans ce cas-ci, ça, c'est un jeune au nid là, dans une grange, donc qui se sent, qui a senti un humain dans son antre et qui fait ça en guise de défense. Mais des adultes peuvent aussi faire des sons lorsqu'ils se chamaillent autour d'une carcasse. Ah oui, d'accord. Parce que c'est sûr qu'en général, les urubus, lorsqu'on les observe, de toute façon, sont à assez haute altitude, donc on les entendra pas dans ce contexte-là, mais donc ils poussent pas vraiment de grands cris. Écoutez, c'est assez intéressant. Est-ce que vous pouvez nous catégoriser? Bon, là, on a parlé des chants. Maintenant, évidemment, lorsqu'on parle de vocalisation des oiseaux, il existe une très, très grande diversité de cris. Et je sais que vous êtes un expert à reconnaître là, les différentes sortes de cris émis par différentes espèces. Est-ce que vous pouvez nous dresser une espèce de petite catégorie de différents cris que les oiseaux peuvent émettre? Dans quel contexte on les entend? Donc, ce n'est pas évident d'essayer de catégoriser les cris parce que, pour la simple raison, là, ils peuvent servir une panoplie de fonctions. C'est-à-dire qu'une espèce peut avoir plusieurs cris et utiliser dans son répertoire plusieurs de ces cris-là pour une même fonction. Et donc, ça vient un peu mettre un certain flou autour des catégories qu'on peut faire. Mais prenons-nous, par exemple, les passereaux qui forment quand même la moitié de toutes les espèces d'oiseaux. On retrouve un patron qui est quand même assez fréquent chez les passereaux. On pourrait dire 4 cris chez vraiment beaucoup d'espèces. Il y a d'abord un cri primaire, ou qu'on peut appeler aussi cri de contact. Un cri d'alarme aussi, qui peut être différent. Parfois, évidemment, le cri de contact peut servir comme cri d'alarme. Les cris de vol,
qui, encore une fois, ne sont pas nécessairement uniques au vol. Et souvent, il y a un cri qui, lui, est comme de haute alarme ou spécifique aux prédateurs, là, un danger imminent. Ah oui, d'accord. Ces cris-là, souvent, sont un peu méconnus parce qu'ils sont très semblables entre espèces. Le but étant évidemment pas de se reconnaître, OK, c'est quelle espèce est l'autrice de ce cri-là. Non, le but, c'est que ce soit universel et que tous les oiseaux autour puissent comprendre qu'il y a un danger. Donc, c'est ça, j'ai pris, par exemple, la grive à dos olive pour illustrer ces 4 types de cris-là. Donc, on va vous faire écouter ça. Donc, le premier extrait qui serait donc le cri de contact, n'est-ce pas? Oui, cri primaire. Et puis le deuxième extrait ici, donc qui est le cri d'alarme. Et on va écouter le troisième extrait, donc qui est le cri en vol, si on veut. Puis le cri de vol, c'est aussi le cri. Est-ce que c'est le cri qu'ils émettent lorsqu'ils sont en migration, par exemple? Oui, chez la grive à dos olive, j'ai remarqué qu'il y a des variantes spécifiques à sa migration nocturne, alors que son cri de vol, lorsqu'il est émis au sol, a tendance à être plus stable. Ah oui, d'accord. Donc finalement, passons au dernier extrait, qui est comme le cri de haute alarme, là, donc lorsqu'il y a un prédateur spécifique. Oui, ce cri-là, il est pratiquement identique à celui du merle, un sifflement aigu, par exemple, lorsque un épervier passe dans le ciel. Et donc, si on veut apprendre tous ces cris-là, bon, déjà, on entend quand même qu'il y a une grosse différence, donc ça nous donne une idée de tout le répertoire, parce qu'on parle d'une seule espèce de grive, qui par ailleurs a aussi un chant magnifique. Alors, on a quand même du pain sur la planche là, pour se mettre là-dessus puis apprendre tout ça. Olivier Barden, merci beaucoup d'être venu à la balado-diffusion. On a vraiment seulement entrouvert une porte sur tout un univers, puis on espère vraiment que vous reviendrez éventuellement pour nous parler là, d'autres sujets qui touchent au chant d'oiseaux. En tout cas, ça a été vraiment, vraiment intéressant. Puis le podcast, je pense, c'est vraiment un médium qui est parfait pour parler de ça, puisqu'on peut évidemment passer les extraits. Donc, merci énormément d'avoir accepté cette entrevue. Ça m'a fait grand plaisir. À une prochaine. Alors, je rejoins maintenant au téléphone à Québec Marie-Hélène Haché. Marie-Hélène qui est coordonnatrice des programmes de sciences participatives pour Québec Oiseau et aussi une habituée de notre émission. Et aujourd'hui, Marie-Hélène, on va parler du Grand Défi Québec Oiseau qui célèbre ses 10 ans, donc qui a été commencé en 2011. Alors, qu'est-ce que c'est le Grand Défi Québec Oiseau? En quoi ça consiste? Le Grand Défi Québec Oiseau, c'est un marathon d'ornithologie de 24 heures qui vise à sensibiliser les gens à la conservation des oiseaux, mais aussi à ramasser des fonds. Donc, c'est autant une levée de fonds qu'une compétition amicale. Puis, le but, si on veut, pour les participants, c'est d'essayer de voir le plus grand nombre d'espèces d'oiseaux possible dans une période de 24 heures consécutives pendant le mois de mai. Donc, ça peut être n'importe quelle journée entre le 1er mai et le 31 mai. Et puis pourquoi choisir le mois de mai pour faire ce grand défi? Je connais la réponse, mais quand même, peut-être pour les auditeurs. Le mois de mai, c'est vraiment un mois magique pour les amateurs d'oiseaux parce que justement, là, on a vraiment une grosse vague de migration qui s'en vient. Puis c'est vraiment intéressant parce que même dans le sud du Québec, on peut voir passer des oiseaux de la forêt boréale. Donc, il y a une belle diversité. Puis ce qui est important aussi, c'est de bien choisir son site si on est dans un endroit fixe parce que le grand défi peut se faire en déplacement ou sans déplacement. Donc, les gens, dans le fond, essaient de voir le plus grand nombre d'espèces d'oiseaux possible. Puis, là-dedans, il y a beaucoup, beaucoup de migrateurs là, qui nous reviennent du sud. Entre autres, il y a les parulines qui reviennent. Les moucherolles commencent à arriver. Les orioles sont souvent déjà arrivés. Donc, c'est vraiment une belle, belle période. Puis, une chose qui est importante aussi, c'est qu'il n'y a pas encore vraiment de feuilles dans les arbres. Puis ça fait qu'on peut les voir encore plus facilement.
Et puis ça, c'est vraiment à la grandeur du Québec là, que c'est intéressant. Il n'y a pas vraiment d'endroit où le mois de mai est pas encore le bon moment, là, à moins d'être vraiment dans le Grand Nord. Mais je veux dire, partout en Gaspésie, sur la côte nord, dans le sud du Québec, partout, là, c'est le moment où les oiseaux reviennent. Oui. Puis c'est un bon timing. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est que auparavant, le grand défi se tenait vraiment sur une journée fixe. Puis là, justement, c'était injuste pour les régions plus au nord, là, comme la Côte-Nord, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc là, maintenant, on offre une flexibilité, puis les gens peuvent choisir là, s'ils préfèrent être au début du mois, à la fin du mois, pour avoir les mêmes chances là, de voir un nombre d'espèces X. Et puis donc, comment ça fonctionne? Donc, on choisit donc soit de le faire en déplacement ou soit de le faire, disons, à un seul endroit fixe. Donc, parle-nous peut-être un petit peu des conditions dans lesquelles ça se fait. Parle-nous un peu des deux façons différentes de faire le grand défi. Oui, bien là, cette année, il va y avoir des règles qui nous sont imposées malheureusement là, par la pandémie de COVID-19, qui sont pas là d'habitude. Et c'est une des premières choses qu'on demande aux participants, là, c'est vraiment de suivre les consignes gouvernementales là, pour prévenir la pandémie de COVID-19. Puis comme il y a une évolution quand même assez constante de ces règles-là, parce que la situation évolue elle aussi, ben c'est important que les gens s'informent puis suivent ces consignes-là. Par exemple, auparavant, quand on a tu parlais là, qu'on peut faire le grand défi sans déplacement ou avec déplacement. Quand on le fait sans déplacement, traditionnellement, c'était à l'intérieur d'un rayon de 5 mètres. Donc, on se faisait un grand cercle, puis on avait un rayon de 5 mètres, puis on n'avait pas le droit de sortir de ce rayon-là. Mais là, cette année, on a agrandi à 10 mètres pour permettre aux gens d'être plus distancés. Mais quand même, malgré tout, ça va être important de vérifier à la date où on fait notre grand défi, c'est quoi, est-ce qu'on peut être 4 personnes dans un même endroit, etc., etc. Là. Mais ça, c'est une des adaptations qu'on a faites. Puis comment ça se passe en gros, c'est vraiment, on choisit notre journée, on choisit notre heure, puis il faut que ça se passe à l'intérieur de 24 heures. Comme nous, notre équipe, ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on commence le matin vers 7 heures, puis on finit à 7 heures le lendemain. Puis ça nous permet d'avoir 2 matinées pour faire de l'observation. Donc, c'est une stratégie que je recommande à tous. Oui, c'est assez pratique. C'est vraiment 24 heures, là, c'est-à-dire que vous y passez la nuit aussi? C'est déjà arrivé qu'il y ait des membres de notre équipe qui passaient la nuit sur place. Wow. Il y avait des petits camping-cars. Puis, ils ont entendu une petite mictale, un grand-duc, puis une autre espèce, je pense que c'est un killdeer pendant la nuit. C'est quand même été payant. J'ai dormi là aussi une fois dans mon auto, qui est une Matrix, mais c'était pas super confortable. Oui, c'est pas très grand, oui. Non, c'est ça, même en arrière, là, tu étais couché en diagonale dans l'auto, là, c'était pas super. Mais c'est ça, c'est vraiment, ce qui est important, c'est que tout se fasse à l'intérieur de 24 heures. On n'est pas obligé d'être là pendant 24 heures. Évidemment, l'après-midi, c'est plus tranquille, à moins qu'il y ait des rapaces en migration. Donc, puis quand on le fait en déplacement, ben là, c'est vraiment, les gens choisissent les sites où ils veulent aller. D'habitude, ils se font comme une espèce de circuit là, pour avoir la plus grande diversité d'espèces possible. Encore une fois, cette année, là, nous, on demande aux gens là, de suivre les directives gouvernementales, puis on recommande le plus possible là, aux gens. Ben, en fait, ce qu'on préférerait, ce serait que les gens le fassent quand même sans déplacement ou sinon avec des déplacements assez limités. En restant dans leur région, hein. Oui, en restant dans leur région idéalement, à moins que là, on soit vraiment rendu dans une étape où ça va super bien puis il n'y a plus aucune limitation. Mais honnêtement, le mois de mai s'en vient vite, puis ça m'étonnerait là, que les déplacements interrégionaux soient encouragés. Donc, nous, on n'a pas de recommandations particulières à part le fait de demander aux gens de respecter les règles de santé publique. Mais on conseille quand même aux gens là, de ne pas faire de trop gros déplacements. Puis il y a aussi le point par rapport au covoiturage aussi où il faut faire attention. Là. Parce que normalement, il y avait des équipes de 4 qui se déplaçaient tous les 4 dans la même auto. Donc ça, c'est oui, évidemment, là, si c'est pas permis. Puis donc, parlons un petit peu de l'aspect levée de fonds, parce qu'il faut savoir, donc, c'est l'idée de faire ce grand défi-là aussi, en fait, c'est de ramasser des fonds pour la conservation des oiseaux. Donc, parle-nous un petit peu de comment ça fonctionne. Oui, ben la levée de fonds, c'est vraiment très, très important parce que oui, c'est super agréable de participer au grand défi, mais il y a aussi le côté qu'on veut contribuer à la conservation des oiseaux. Donc, comment ça se passe? C'est que les gens forment une équipe, puis ensuite, ils vont solliciter leurs proches. Donc, les parents, c'est toujours gagnant. Oui. Les tantes, les oncles, les amis, les collègues,
Puis, ils vont leur demander de faire un petit don pour la conservation des oiseaux. Et ensuite, on compile tout ça. Puis, c'est vraiment surprenant là, d'année en année. Les gens sont super généreux. Puis, les dons sont répartis là, entre Québec Oiseaux puis différents organismes de conservation qui, eux aussi, peuvent être bénéficiaires. Là. Comme, par exemple, on a souvent des clubs d'ornithologie qui ont des projets de conservation des hirondelles, par exemple. Société de biologie de Montréal. Donc, plusieurs organismes là, peuvent devenir bénéficiaires. Puis, une fois que les fonds sont récoltés, ben c'est ça, ils sont appliqués à différents projets de conservation. Puis nous, cette année, à Québec Oiseaux, là, on a choisi des projets, beaucoup qui sont centrés autour des hirondelles. Donc, on sait que les hirondelles, là, c'est un groupe d'oiseaux qui sont vraiment en déclin. À Québec Oiseaux, on travaille sur l'hirondelle de rivage puis l'hirondelle noire. Puis, les fonds vont aller en grande partie là, à ces projets-là. Donc, c'est important, d'autant plus que l'année passée, le grand défi a dû être annulé à cause de la pandémie. Donc, on en a encore plus besoin. C'est comme un rattrapage à faire, oui. Oui, c'est ça. Mais on n'espère pas quand même avoir le double de notre objectif, quoique ça serait bien. Mais en général, les organismes de conservation là, ont besoin de beaucoup de soutien cette année, là, les organismes sans but lucratif, même en général. Oui, puis donc il y a aussi des prix à gagner là, pour les gens qui veulent participer, qui vont s'inscrire de façon régulière sur le site québecoiseaux.org. Il y a des prix à gagner de participation. Oui, on voit sur la page du Grand Défi, là, on a une liste partielle des prix qui sont à gagner. Là, c'est vraiment des prix de participation. Puis, il va en avoir pour les participants, il va en avoir pour les donateurs. Ce qui est intéressant à savoir là, pour les dons, c'est que les dons de 25 $ ou plus vont être multipliés par le programme Loisirs et Sport Québec. Alors, si par exemple, vous faites un don de 25 $, ben ça va être multiplié. Puis nous, en bout de ligne, on va recevoir par exemple 75 $. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis, parmi les gens qui vont avoir donné le 25 $, ben ces gens-là vont pouvoir gagner différents prix, des paires de jumelles, on a des livres, un atlas des oiseaux nicheurs du Québec, donc toutes des choses qui sont intéressantes là, pour les gens qui s'intéressent aux oiseaux. Puis, si c'est des donateurs qui ne connaissent pas beaucoup les oiseaux, ben ça va les aider à s'initier à ce merveilleux loisir. Puis, il y a aussi un prix pour la personne qui va avoir ramassé le plus de dons. Donc, ça, c'est notre plus gros prix. Et c'est un télescope là, qui est offert par Vortex avec un trépied. Oui, puis quand même de grandes valeurs, là, oui. Oui, c'est ça. Ben, en tout, ce prix-là vaut 2500 $. Ah oui, fait que ça vaut la peine de s'y mettre. Ah oui, c'est loin d'être négligeable. Puis, simplement, bon, évidemment, on est d'accord, il n'y a pas vraiment de prix à gagner. C'est-à-dire, le but, c'est aussi pour nous-mêmes d'essayer de trouver le plus d'oiseaux possible, soit en restant dans un endroit où en se déplaçant. Est-ce qu'on a une idée, par exemple, disons, de certaines équipes de leurs résultats, entre guillemets, au cours des 10 dernières années? Là, est-ce qu'il y a eu des années qui ont été particulièrement fastes, des équipes qui ont trouvé un nombre d'oiseaux particulièrement impressionnant en 24 heures? Si je me rappelle bien, je pense que le plus gros nombre, c'était 128. Wow! C'était les ornithrotteurs, qui est une équipe qui sont très forts. Là-dedans, il y a Serge Baudette, Alain Goulet, entre autres. Puis eux, année après année, là, depuis, je dirais, 4-5 ans, là, souvent, ils gagnent aussi le prix de l'équipe qui a récolté le plus de dons. Donc, c'est l'équipe à battre cette année. Ah oui, bon, oui, mais vraiment, il y a aussi, les autres, ils font un déplacement. Oui. Puis, il y a l'équipe qui est au BIC. Eux sont au Belvédère à Oloron, à Rimouski. Puis, sont aussi très, très bons. Là. C'est eux qui ont gagné le 100 déplacements l'année dernière. Puis, je me souviens pas du nombre d'espèces. Je pense qu'ils ont vu comme 101 ou 102 espèces. Oui, c'est quand même énorme, là, en 24 heures. Là, c'est impressionnant. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que la période de migration est importante. Puis c'est pour ça que c'est important qu'on soit en déplacement ou sans déplacement, mais c'est important de choisir, d'avoir une bonne stratégie. Donc, si on est sans déplacement, de choisir un bon site avec une grande diversité d'habitats. Évidemment, si on est dans la région des Basses-Terres du Saint-Laurent, ben, c'est bien d'avoir une vue sur le fleuve puis d'autres habitats. Puis quand on est en déplacement, ben c'est ça, les gens se font vraiment un horaire très, très serré. Là. OK, on va voir telle espèce à telle place, à 5 heures, on bouge, on va à telle autre place. Puis c'est vraiment une course contre la montre. Là. Oui, puis je veux dire, il faut savoir aussi quand même,
si vous avez envie de participer et que vous n'avez pas le goût de vous presser aussi, il y a moyen de le faire sans partir à la course. Là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prix à gagner. Il n'y a personne qui est perdant, finalement. Ça dépend du niveau de compétitivité de chacun. Là. Mais tu sais, ça reste, faut mentionner, il faut souligner que ça reste un défi amical, même s'il y a des gens qui sont bien compétitifs là-dedans. Oui, là. Tout le monde peut faire le grand défi. Là. Il y a des gens qui le font dans leur cours, qui prennent ça très relax. Il y a des gens qui connaissent pas les oiseaux beaucoup, puis qui le font aussi avec beaucoup de plaisir. Donc, ça peut être fait là, avec différentes optiques, mais ce qui est important, je dirais, le lien commun entre toutes ces façons de faire le grand défi, c'est vraiment qu'on veut récolter des fonds, puis on veut aider à la conservation des oiseaux au Québec. Puis on parlait là, tout à l'heure d'un bilan là, des 10 dernières années. Là. C'est intéressant de savoir aussi que le grand défi a permis de récolter 300 000 $ depuis les 10 dernières années. Donc, c'est vraiment non négligeable là, pour tous les projets de conservation qui ont été financés. Ah oui, donc, écoute, Marie-Hélène, merci beaucoup. Toutes les informations sont disponibles sur Internet dans l'onglet événements du site québecoiseau.org. Merci beaucoup d'avoir parlé avec nous de ce grand défi. Puis on incite tout le monde à s'inscrire. Évidemment, c'est au mois de mai que ça commence. Il vous reste environ 1 mois pour le faire. Merci beaucoup. Oui, puis déjà, les gens peuvent former leur équipe puis peuvent déjà commencer à ramasser des fonds. Ah oui, absolument. Bon, merci, Marie-Hélène. Merci. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Quelques petites annonces pour des événements du début du mois de mai qui devraient avoir lieu un peu avant la sortie du prochain épisode. La Journée mondiale des oiseaux migrateurs aura lieu le 8 mai prochain. C'est un événement mondial qui sert à sensibiliser les gens à l'importance capitale de préserver les habitats utilisés par les oiseaux migrateurs. En même temps, le 8 mai également aura lieu le eBird Global Big Day. Pour ceux qui utilisent eBird, vous connaissez la popularité incroyable de cette application et de ce site Internet. Cette année, on vous invite donc à soumettre une liste d'observations le 8 mai sur eBird pour avoir le maximum d'observations la même journée. En 2020, c'était 120 000 listes qui ont été soumises dans 175 pays. Finalement, l'été dans les pages du magazine Québecoiseau. Dans son édition estivale, le magazine Québecoiseau met le cap sur l'extrême ouest du Québec. Une étude sur les cavités de pics en Abitibi et leurs locataires parfois fort surprenants. Alors que 2 autres articles invitent les lecteurs à découvrir la région du Témiscamingue, dont le nouveau parc national Opémican, ainsi que le sud du Pontiac, des destinations qui affichent une diversité aviaire des plus impressionnantes. Parmi les autres sujets, mentionnons un portrait du tyran tritri, une entrevue avec l'ornithologue David Bird, des suggestions de fleurs indigènes pour attirer les oiseaux, un récit de l'écrivaine André Christensen, illustré par le peintre animalier Ghislain Caron, ainsi que les actualités, les observations saisonnières, la présentation de nouveaux livres et d'équipements optiques, ainsi que le traditionnel défi d'identification. L'édition estivale sera distribuée aux abonnés au cours de la 3e semaine du mois de mai et sortira en kiosque au début de juin. On vous en parle dès maintenant parce que ceux qui souhaitent s'abonner ou se réabonner doivent le faire avant le 10 mai 2021 pour recevoir ce numéro. Rappelons que l'abonnement à l'édition papier donne accès automatiquement à la version numérique et aux archives du magazine. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous laisser aller à vos observations et à vous souhaiter le maximum de plaisir en ce beau mois d'avril.